Mais sous le règne de Yongle, ils voient leurs conditions s'améliorer considérablement. De simples serviteurs à la cour ou préposés à la garde des concubines impériales, ils accèdent désormais à des positions influentes et entrent en concurrence avec la fonction publique traditionnelle. Yongle instaure un système fondé sur la surveillance, la méfiance et le favoritisme. Votre intendant principal raconte que vous n'avez aucune légitimité. Très bien. Les eunuques évoluaient dans l'intimité du souverain, de l'héritier du trône, de l'impératrice et bien sûr aussi des concubines de l'empereur. Les alliances politiques, voire les conspirations, étaient courantes. Les eunuques y jouaient un rôle prépondérant. L'histoire chinoise est ponctuée de toute une série de catastrophes sur fond d'assassinats, mais aussi de luttes d'influence. La plupart des eunuques sont des prisonniers de guerre, que l'on a castrés pour les humilier. La castration est une constante historique dans l'ancienne culture chinoise. Elle est pratiquée avec une grande maîtrise. Seuls 2 eunuques sur 100 décèdent des suites de l'intervention. Quant à la compassion, les castrats ne peuvent en escompter. Ils sont objets de moqueries et d'injures parmi le peuple. Pour s'attirer quelque prestige, les eunuques n'ont qu'un seul espoir, faire carrière à la cour impériale. Et l'un d'entre eux semble promis à une telle ascension. Juan Han, un prisonnier de guerre vietnamien. Juan Han est nommé maître d'œuvre de la cité interdite. C'est une chance, mais c'est aussi un défi. Il a sous ses ordres les plus éminents experts en matière d'architecture chinoise classique. Mais sa mission ne se limite pas à construire un palais. Il doit bâtir sur Terre le reflet de l'ordre céleste. Chaque trait de plume de l'architecte est un condensé de symbolique, de culture millénaire. Pékin, la capitale, est constituée d'une série de quadrilatères. Au centre se trouve la cité interdite. Tout autour s'étend la cité impériale, elle-même entourée par la ville de Pékin. Cette structure reflète la conception traditionnelle chinoise selon laquelle la terre est carrée et le ciel rond. Le palais impérial représente le centre de la Terre et est aligné sur l'étoile polaire, autrefois considérée comme le centre du ciel. La cité interdite comporte en son milieu une cour extérieure destinée aux cérémonies officielles, ainsi qu'une cour intérieure où vivaient l'empereur et sa famille. Pour créer l'harmonie, les 3 pavillons de la cour extérieure sont reproduits, mais à plus petite échelle, dans la cour intérieure. Aux prises avec la philosophie complexe de l'architecture chinoise, Juan Han doit aussi composer avec les humeurs de son souverain. Yongle a commandé 4 tours d'enceinte et a déjà refusé plusieurs esquisses soumises par son architecte. Tu me déçois une fois de plus. Si tu n'as pas dessiné un projet digne de ma grandeur d'ici demain matin, je te jure que je te ferai couper la tête.
Juan Han se remet à la tâche, sans succès. Un grillon lui tient compagnie. Les Chinois aiment cet insecte dont la stridulation et le chant les ravissent. Mais même lui ne parvient plus à égayer Juan Han. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Mais je vais te dessiner une nouvelle cage pour que tu sois à ton aise. Un détail attire son attention. Le grillon a laissé des traces sur le sable de sa cage. Juan Han s'en inspire pour dessiner la cage promise. Le lendemain, l'empereur Yongle en personne se présente chez le maître d'œuvre. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Juan Han sait qu'il va mourir. Hormis la cage du grillon, il n'a rien dessiné au cours de la nuit précédente. Magnifique. On dirait que tu as retrouvé l'inspiration. Je vais donc laisser ta tête où elle est, puisqu'elle semble encore avoir une utilité. Si cette anecdote est véridique, les 4 tours d'angle sont les seuls édifices de la cité interdite dont la construction ne relève pas du symbolique, mais du hasard. Car le palais impérial est une symbolique devenue pierre. Dans les palais et les cours, le chiffre 9, ou l'un de ses multiples, est omniprésent. Chiffre impair le plus élevé, il symbolise le masculin extrême. Il est l'emblème de la souveraineté suprême de l'empereur. Sur les toits, 9 créatures fabuleuses écartent les mauvais esprits. 9 rangées de 9 clous ornent les portes du palais. 9 dragons décorent le mur qui sépare la cour extérieure des appartements de la famille impériale. Symbole céleste, le dragon est la manifestation exclusive de la toute-puissance impériale. La toiture de la salle du trône, le palais de l'harmonie suprême, est soutenue dans sa longueur par 9 imposantes colonnes. Et le trône du Fils du Ciel, centre du monde, est gardé par 9 dragons. La cité interdite compterait, dit-on, 9999 pièces, car seul le palais céleste peut en avoir 10 000. Actuellement, la cité interdite est aux mains des restaurateurs. D'ici 2010, la cité pourpre, couleur notamment de ses murs, brillera d'un nouvel éclat. Autre couleur dominante, le jaune, notamment celui des tuiles vernissées et des figurines qui ornent les toits. La couleur jaune était exclusivement réservée à l'empereur. Tout citoyen qui en faisait usage était puni de mort. Aujourd'hui encore, seules 2 manufactures sont autorisées à fabriquer ces tuiles et figurines. Ici, le temps semble s'être arrêté, même si quelques machines vieillissantes facilitent un peu le travail des ouvriers actuels. Les ornements destinés aux façades du palais sont sculptés à la main. Les artistes s'exercent sur des formes simples pendant de longues années avant de pouvoir réaliser un motif impérial à dragon.
Le contremaître de la manufacture est seul à connaître la recette de l'émail dont les tuiles sont recouvertes. Elle est protégée comme un secret d'État et transmise de génération en génération. C'est la cuisson qui confère son éclat à l'émail impérial. Nous n'en saurons pas plus. « 150 000 tuiles ornent les toits de la cité interdite. À en croire certaines sources historiques, la construction de ce vaste palais impérial aurait été achevée en 3 années seulement, de 1417 à 1420. Comment est-ce possible ? La symbolique des bâtiments est complexe et codée, mais leur construction est quant à elle un trésor de simplicité. Si la cité interdite a pu être bâtie en l'espace de 3 ans seulement, c'est grâce au mode de construction traditionnel utilisé en Chine depuis l'Antiquité. Sur un socle de pierre, on commence par ériger des colonnes de bois sur lesquelles on fait ensuite reposer la toiture. Ce sont des chapiteaux qui établissent la transition entre les colonnes et la toiture. Tous ces éléments s'emboîtent, ils sont assemblés sans le moindre clou. L'ensemble des pièces était fabriqué en série avant le début de la construction. Ensuite, il n'y avait plus qu'à les assembler sur place en temps voulu. Tous les éléments porteurs des palais sont en bois de cèdre. À la fois facile à transporter et à travailler, ce matériau présente aussi l'avantage d'être extrêmement résistant. Les chapiteaux ont une capacité de charge 4 fois supérieure à celle de l'acier. Depuis des siècles, ils endurent sans bouger l'alternance des saisons. La construction par emboîtement n'est pas une invention de l'architecte Yuan Han. Les textes anciens en témoignent. Ce procédé était déjà utilisé en Chine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Excellent. Mais cette technique ne suffit pas à expliquer la rapidité des travaux. Si ce vaste complexe architectural a pu être bâti si vite, c'est aussi grâce à la logistique minutieuse mise en place par Yuan Han. Avant même que se dresse le premier échafaudage, tous les matériaux de construction sont entreposés et préparés. Pendant 13 années, un flot interminable de matériaux précieux va se déverser dans la capitale, en provenance de toutes les régions de l'Empire. Le marbre est extrait de carrières situées à une centaine de kilomètres de Beijing. Les bois durs et précieux proviennent des hautes montagnes des provinces du Sud. Ils sont flottés jusqu'à la côte, puis acheminés dans le canal impérial qui relie le fleuve Yangtze-Kiang à la capitale. Certains tronçons de ce canal existent depuis près de 2400 ans. Il a été prolongé jusqu'à Beijing au XIIe siècle. Le canal impérial s'étend sur plus de 1800 km. Il est resté la plus grande voie d'eau artificielle du monde. À l'origine, le canal servait à approvisionner la capitale Henri, lequel ne pouvait être cultivé sous le climat rigoureux du Nord. Sur ordre de l'empereur, chaque embarcation qui voyage vers Beijing doit prendre à son bord une cargaison de briques destinée à la construction de la cité interdite. Selon les estimations des historiens, plus de 2 millions de tonnes de briques auraient été ainsi transportées. On a besoin d'aide par ici. Il faut 15 hommes supplémentaires pour assembler ces briques. Les places de la cité interdite comptent 5 couches successives de briques. 100 000 ouvriers, des prisonniers pour la plupart, travaillent sur le chantier du lever au coucher du soleil.